Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance iOS et dirigeant d'un organisme de formation spécialisé dans l'accompagnement des freelances. À ce propos, on vient tout récemment d'être Datadoc, ce qui permet que chacun de nos étudiants peut bénéficier d'un financement, d'un remboursement complet de chacune de nos formations. Je vous invite à vous rendre sur le site lilianalvarez.com/formation avec un S pour visiter notre catalogue de formations. Si vous souhaitez aussi, on a une newsletter gratuite qui est complètement dingue sur 7 conseils pour cartonner en freelance où on va parler de théorie des jeux, de vente, de prospection, de psychologie humaine et de finances personnelles. Ce sont des conseils vraiment pratiques, on n'est pas dans la théorie un petit peu vague et fumeuse, on est vraiment dans le concret. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et pour ça, je tenais à vous dire merci. N'oubliez pas de noter le podcast et d'écraser ce pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Ça nous aide énormément à mettre en avant le podcast et à trouver des invités toujours plus incroyables. D'ailleurs, en parlant d'invités incroyables, aujourd'hui, je reçois Oriane Garcia. Elle est la cofondatrice de Caramel et de l'Anti Moins Cher et auteure du livre « Comment je suis devenu millionnaire grâce au net sans rien y comprendre ». Elle va me raconter des histoires et des anecdotes complètement dingues, des débuts de Caramel à sa rencontre avec Jacques Chirac, en passant par son expérience chez l'Anti Moins Cher, où elle a littéralement attaqué l'État français pour faire changer la loi concernant justement la vente de lentilles en ligne. Bref, elle va me raconter des anecdotes complètement dingues, elle est pleine d'énergie, très souriante, franchement, c'est incroyable, vous allez kiffer ce podcast, c'est parti. Oriane, comment allez-vous ? Bonjour Lilian, ça va très bien, très heureuse d'être avec vous. Moi aussi, je suis super content de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Oriane Garcia, j'ai cofondé Locas, caramel.com, l'Anti Moins Cher, bref, j'ai créé un certain nombre d'entreprises dans l'Internet il y a quelques temps déjà, mais des entreprises dont les internautes se souviennent encore. Donc voilà, pour ça, je suis très contente de pouvoir en parler encore aujourd'hui. Sur quoi vous travaillez ces derniers jours ? Alors, je travaille pas vraiment en fait depuis qu'on a déménagé à Shanghai. J'ai un peu changé de vie puisque mes associés de toujours, Alexandre Rose, Christophe Chaming, sont restés à Paris, ont développé d'autres activités puisqu'ils ont Winamax. Moi, je suis partie à Shanghai il y a 10 ans déjà. Et donc, à l'époque, mes enfants étaient tout petits, et donc j'ai trouvé que c'était le bon moment pour pouvoir vraiment m'occuper d'eux. Et puis chemin faisant, vous savez, c'est difficile pour un entrepreneur de se retrouver, surtout après une association aussi extraordinaire que celle que j'ai eue avec mes associés. C'est difficile de retrouver des personnes avec lesquelles on a vraiment envie de se marrer tous les jours. Donc voilà, j'ai un petit peu changé de vie. Je fais du yoga, j'ai créé un nouveau livre. Cette nouvelle vie, elle est assez récente ou elle a été, cette transition, elle s'est faite avec votre déménagement à Shanghai ? Non, en fait, ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire, la première année après qu'on ait déménagé ici, j'ai écrit mon livre, donc cette autobiographie. Le plus important, c'est de trouver une motivation pour rigoler et un maximum le matin en me levant, trouver des projets qui me font du bien en fait, et si possible du bien aux autres aussi. Donc ça s'est pas concrétisé dans un projet entrepreneurial ici à Shanghai pour l'instant. J'ai peut-être pas rencontré les bonnes personnes, mais voilà, je crois que c'est plutôt c'est plutôt le sens de la vie. Vous savez, c'est pas parce que j'avais une certaine expérience et connaissance dans l'internet en France qu'elle est immédiatement transposable ici. Ce serait très très prétentieux de ma part de le penser. Ici, l'internet est, je pense, très différent de ce qu'on peut connaître en Europe.
Ah oui. On est très 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 en avance. Et c'est difficile à croire quand on n'est jamais venu ici, mais oui, c'est assez extraordinaire d'être là et d'être témoin de toutes ces évolutions vraiment ici au cœur au cœur de la Chine, au cœur du sujet. Quelles sont les plus grosses différences ou les différences qui vous ont le plus marqué entre l'Europe et la Chine à ce niveau-là? Au niveau technologique, Oui. euh, bah, nous, notre vie est extrêmement facilitée par l'utilisation de notre téléphone et de l'internet, même dans les petits villages les plus reculés de Chine, qu'on appelle les tier 3, tier 4. Tout le monde a un téléphone, tout le monde achète via son téléphone. Taobao, donc le groupe, donc Alibaba a même créé, enfin permis à des petits commerçants, des petits entrepreneurs dans des petits villages de créer leurs petits magasins, de trouver des modèles et donc enfin tout le monde oui tout passe par l'utilisation de son téléphone. Alors pour nous dans une grande ville ça va on paye tout via notre téléphone, on commande évidemment des taxis, euh, on a notre QR code vert, c'est notre code qui prouve que on peut circuler librement parce qu'on n'a pas été en contact avec une personne malade de la Covid-19 ou on a fait notre quarantaine, etc. Donc oui, c'est vraiment c'est devenu culturel. Évidemment, il y a aussi toute une nouvelle économie, une nouvelle industrie des livraisons. Vous êtes livré de tout le temps extrêmement rapidement. Là, si j'ai envie de commander, je sais pas moi, une glace, un cornet de glace, une boisson, je vais la commander sur mon appli LME et dans 20-30 minutes, ça sera livré à ma porte, quoi. Et elle n'aura pas fondu la glace. Non, C'est incroyable. non, puisque c'est évidemment, non. Ils font en sorte quand même de les mettre dans des sacs. Bah, pour nous, c'est devenu complètement évident, en fait. Donc, on utilise tellement plus nos cartes bancaires qu'on les oublie, en fait. Donc, la dernière fois, l'année dernière, mon mari devait partir, il devait prendre l'avion. Il devait prendre l'avion, le dernier vol du soir, Shanghai, Paris. Donc, il part à l'aéroport. Donc, il part de la maison vers 21h. Il arrive à l'aéroport à 21h45. Et il m'appelle pour me dire j'ai oublié mes cartes bancaires, j'ai oublié mon portefeuille avec toutes mes cartes, évidemment, parce qu'il les utilise plus jamais pour payer quoi que ce soit. Donc, tu dois sauter dans un taxi et me les apporter avant la fermeture de l'embarquement, bien sûr. Eh oui. Donc, ce que j'ai fait. Mais alors, c'était drôle parce que c'était vraiment comme dans un film. C'est-à-dire, je suis arrivée à l'aéroport, j'ai ouvert j'ai descendu la vitre du taxi. Le taxi s'est même pas arrêté parce qu'en plus, j'avais laissé les enfants tout seuls à la maison. Bon, ils sont grands, hein, donc ça va. Mais j'ai baissé la vitre du taxi, je lui ai tendu son portefeuille qu'il a attrapé à la volée et pour courir à Comme dans les l'intérieur de films. l'aéroport pour prendre son avion. Exactement. Voilà. Mais pour dire, il a complètement, voilà, il avait complètement oublié de prendre ses cartes, quoi. Du coup, je suis curieux de vous poser une question. Si vous reveniez en France et que vous deviez créer quelque chose de nouveau, avec tout ce que vous avez pu voir en Chine et toutes les pratiques qui s'y font, qu'est-ce que vous feriez? Je pense que j'ouvrirais une école. Une école? Ça me plaît. Ouais. Je pense que j'ouvrirais une école avec des enseignements qui sont pas forcément, voilà, qui commencent à être proposés en France, mais
Ouais, donc le chinois notamment. Mhm. Mais oui, voilà. Parce que bon, hein, l'avenir, c'est évidemment très, très gratifiant de créer des choses pour de créer quoi que ce soit, hein, comme service pour les gens qui changent leur vie, comme on l'a fait pour Caramel et dont ils puissent se rappeler, mais, mais, mais créer quelque chose pour les enfants et pour le futur, je crois que c'est encore mieux, quoi. Ce serait vraiment voilà, ce serait vraiment ce que j'aurais envie de faire. Il y aurait des enseignements particuliers dans cette école? Des choses que vous avez apprises durant votre expérience, je dirais, entrepreneuriale? Ce genre de choses? Oui, bah alors je pense que il y aurait du coding. Ça, c'est une bonne idée. Euh, ouais, du coding, du chinois. Bon, voilà, c'est évidemment pas un projet abouti, hein, mais parce que j'ai pas du tout l'intention de revenir. Mais ouais, ce serait intéressant de se pencher là-dessus. D'accord. Vous travaillez, je crois, jusqu'à peu sur deux sociétés, Sensei. Alors, je sais même pas si ça se dit Sensei ou Sensi. Oui, Sensi, oui. Sensi et l'anti moins cher. Est-ce que vous pouvez nous parler des challenges que vous avez eus dans la création de ces deux sociétés et comment vous les avez surmontés? Alors Sensi, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est Marc Simoncini. En fait, avec Alexandre et Christophe, quand on est parti de chez Lycos, on a eu envie de recréer quelque chose et dans l'e-commerce, puisque c'est un secteur qu'on n'avait absolument pas exploré. En gros, on avait envie de voir ce que ça faisait d'avoir des clients qui payent, quoi. Voilà. C'est un modèle qu'on Eh oui. n'avait pas vraiment expérimenté. Et donc c'est marrant la manière dont ça s'est fait, puisque on était en week-end et Alex avait oublié ses lentilles et on était au Touquet. Et il a fallu courir et trouver des lentilles au Touquet un samedi après-midi. Bon, évidemment, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu, la manière dont on avait prévu de passer notre samedi après-midi. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a commencé à se dire, mais vraiment les lentilles, pourquoi on pourrait pas les acheter par internet, avoir comme un système d'abonnement, en tout cas qui nous rappellerait que on est en panne. Et puis on a commencé à creuser l'idée. On s'est très rapidement rendu compte que c'était interdit. Ah oui? C'était interdit. C'était interdit en France en 2005 de vendre des lentilles par internet. Ouais. Donc on s'est dit c'est pas grave. On a monté notre entreprise en Allemagne. On est alsacien, donc l'Allemagne on connaît un peu. Et on a attaqué l'État français. On a attaqué le premier jour d'ouverture du site, on a attaqué l'État français. Et on a gagné en 2011. Donc la France a modifié sa législation. Waouh. Voilà. Alors, comment on fait pour attaquer l'État français et gagner? Enfin, c'est incroyable quand même. Bah non, parce que non, c'est pas incroyable. Non, parce que on était vraiment, enfin il y avait quelque chose d'incompréhensible en regard du droit européen, de ce qui était possible de faire dans les autres pays. Il faut être pugnace, hein, il faut avoir un bon avocat et J'imagine, il oui. faut surtout pas lâcher l'affaire. Hein. Il faut pas lâcher l'affaire parce que on a reçu des menaces, on a reçu des menaces de mort, on a vraiment été, oui, on a vraiment été menacés à cause de ça. Bon, le risque était pénal également, donc bon, Ah ouais. faut avoir envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Les gens qui vous ont menacé, c'est des gens juste qui étaient malades ou c'était vraiment des gens qui avaient intérêt à ce que vous ne créez pas cette société parce que ça leur tuait leur business ou Oui, bah il y a de tout, hein. Mais quand vous brisez quand vous cassez un monopole, quand vous
quand vous changez, voilà, donc changer les choses de telle manière, d'une manière aussi drastique. Forcément, il y a des gens qui sont réfractaires ou qui ont envie de garder leur privilège. C'est pas la majorité, mais c'est arrivé. Est-ce que vous avez eu des problématiques au niveau de la gestion des stocks? Parce que je pense pas que vous aviez de l'expérience dans ce domaine-là avant. Est-ce que ça a été quelque chose de particulièrement difficile à appréhender ou pas du tout? Non, alors on a appliqué toujours nos règles de bon sens, qui sont des règles qu'on applique depuis la première entreprise qu'on a créée. Et là, concernant les stocks, en fait, 80% des utilisateurs de lentilles utilisent les mêmes corrections. Donc en fait, notre stock, il était assez limité entre guillemets parce que il était destiné à servir la majorité des utilisateurs pour ce qui est des autres et donc de pouvoir les livrer très rapidement. Pour ce qui est des utilisateurs qui nécessitaient des corrections un peu moins communes, ceux-là de toute façon acceptaient de bonne grâce d'avoir un délai de livraison un peu supérieur. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on parle de l'aventure Caramel, parce que quand même dans le contexte de Caramel, vous avez rencontré Jacques Chirac. Bah, la première fois, oui, c'était en 99 via le webmaster de l'Élysée. Alors en fait, c'est parce que le webmaster de l'Élysée avait pris un compte à l'époque. Oui, on le connaissait depuis un petit moment. Il s'était connecté chez nous. C'est-à-dire qu'avant Caramel, nous, on avait lancé Locas, un moteur de recherche. Avant Locas, un fournisseur d'accès Internet qui s'appelait Internet Plus. Donc, via ce webmaster qui est devenu un très bon ami, c'est lui qui a suggéré en fait à Jacques Chirac d'organiser un concours de sites web de lycée pour sélectionner les 2000 à 3000 jeunes qui seraient invités à la garden party de l'Élysée en 99. Parce qu'en 98, les bénévoles de la Coupe du Monde de foot ont été invités, mais en 99, fallait trouver une idée. Donc, comme c'était le début de l'Internet, donc voilà, cette idée d'organiser un concours de lycée était plutôt dans l'air du temps. Et donc, qui dit concours dit jury, et j'ai fait partie du jury. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jacques Chirac. Et ensuite, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois par la suite pour des déjeuners, des rencontres, des discussions sous le signe entrepreneurial et un chat en 2002 chez Caramel. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui? Le fait qu'il maîtrisait à fond ses sujets. D'accord. On l'a beaucoup caricaturé, on s'est beaucoup gossé du mulot, etc. Mais en fait, il maîtrisait carrément tous ces sujets, et notamment les technologies. Et en plus, tout en mettant toujours l'humain au cœur de la question. Et ça, pour un président de la République, c'est une des valeurs les plus appréciables, non? Donc, par exemple, je me souviens, ce déjeuner, on était 6 ou 8 entrepreneurs, non, 6 entrepreneurs, son conseiller économique, pour un déjeuner. Et François-Henri Pinault aussi assistait à ce déjeuner. Et bon, donc, il me dit, mais vous voyez, Oriane, le problème avec votre Caramel, là,
c'est que les gens se parlent via Internet, via le chat, mais enfin, ils parlent plus à leurs voisins de palier. C'est quand même une remarque, voilà, c'est quand même une remarque qui montre que l'humain était sa grande préoccupation. Et je lui ai dit, détrompez-vous, Monsieur le Président, c'est pas vrai. Ils se servent de caramel, mais en fait, ils se rencontrent. Le but ultime est toujours de se rencontrer en vrai. Donc, on a des dizaines, des centaines de colocations, groupes de musique, couples, bébés, associations, tout ça. Tous absolument nés de caramel. Caramel, les discussions, ça se faisait plutôt par canal IRC. Enfin, nous, on a vraiment popularisé le chat. Hein. Et en 2001, sur Caramel, il y avait en moyenne 30 000 chatteurs en simultané. Donc oui, c'était tout via Caramel. Alors, il y avait des systèmes avec des emojis. Il y a le fameux ASV. Les gens se posaient la question, c'est quoi ton ASV? Donc âge, sexe, ville. Ah, d'accord, ok. Vous n'étiez pas sur le chat de Caramel, non, non. Encore que. Trop jeune peut-être. J'ai des souvenirs de ma meilleure amie d'enfance qui avait Caramel sur son ordinateur, mais moi personnellement je l'ai jamais utilisé, je crois. Bon, j'allais dire il est jamais trop tard, mais si en fait. Et oui, parce que du coup j'ai regardé, j'ai tapé caramel.com et j'ai rien trouvé du tout. Je crois que ça existe encore, ça a été racheté par une société de mail qui s'appelle GMX. Donc je crois qu'il y a GMX Caramel. Mais bon, c'est pas et oui, Caramel, c'est pas mon le Caramel d'avant, ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé à l'idée de créer Caramel? Oui, c'est très simple, comme toutes les idées après coup en fait, qu'on se dit en fait. Oui, l'évidence rétroactive, ouais. Voilà. Donc à l'époque on avait Locas, donc Locas qui était un moteur de recherche et qui était un moteur de recherche qui fonctionnait avec à base d'un algorithme donc de crawlage de sites, donc qui constituait régulièrement une base de données de sites et de réponses, donc en fait un moteur de recherche sans action humaine derrière. Et c'était assez vraiment à l'époque, on a lancé Locas en 94. Donc c'était un modèle du même type que donc AltaVista, je sais pas, mais il y avait Infosys, bon. Et si AltaVista aussi. Et donc malheureusement Locas, le principe, Locas était financé par la pub, donc des bandeaux de pub sur la page d'accueil, parce qu'on n'a pas eu l'idée des liens sponsorisés, hein, malheureusement pour nous. Et donc le principe, il y avait un hiatus parce qu'en fait, un moteur de recherche, s'il est performant, vous cherchez, vous trouvez et vous partez immédiatement. Si vous trouvez la réponse, vous n'avez même pas le temps de chercher que déjà vous êtes parti, quoi. Donc vous n'allez pas cliquer sur des bandeaux de pub en haut de la page, surtout qui n'ont rien à voir avec le sujet. Tout à fait, oui. Donc on essayait de commencer, on a un peu de la pub contextuelle, mais enfin en même temps on avait des bandes de pub qu'on pouvait, hein. C'était aussi le début, un peu le début de la pub sur Internet, quoi. Donc un soir à la bière, parce qu'on appelait ça à la bière, donc dans le bar en bas du bureau, on se demandait, mais avec Alex et Christophe, pareil, et d'autres gars qui bossaient avec nous, Emmanuel, Karim, comment faire pour faire que les gens restent sur Locas. En gros, comment les garder. Comment éviter qu'ils ne partent lorsqu'ils ont trouvé la réponse à leur question. Et là, en fait, c'était vraiment les débuts
C'était vraiment les débuts même de Hotmail aux États-Unis, quoi. Et Hotmail n'existait pas en France. Et Christophe dit, un mail gratuit, ça, les gens restent sur leur email. Ils passent du temps sur leur email. Donc, ça fait plus de sens d'afficher des bandeaux de pub sur un email que sur un moteur de recherche. Et voilà, ça a commencé comme ça. On s'est dit, mais bien sûr, évidemment, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Comment vous avez fait à l'époque pour développer la solution? Parce que j'imagine qu'il n'existait pas du code source où on tapait sur du coup sur Locas. Non, bien sûr, comment développer on l'a fait nous-mêmes. Non, on l'a fait nous-mêmes. Hein. Bien sûr, c'est pas moi qui ai développé, hein, mais oui, on l'a fait nous-mêmes avec Alex, Christophe, nos équipes, nos développeurs, nos équipes techniques. J'imagine que vous avez rencontré plein de challenges, non, lorsque vous avez commencé à développer la solution, ou c'était assez facile finalement? Alors, il faudrait plus leur poser la question à eux. Moi, ce dont je me rappelle, c'est que un des plus gros challenges, c'est que quand on n'avait même pas encore ouvert, que tout a planté en fait. Tout a planté parce que c'était pas ouvert, que l'info avait un peu fuité, que visiblement les gens étaient très enthousiastes, n'attendaient que ça, se sont tous connectés en même temps et que tout a planté et que donc on a dû rebosser pendant une grosse semaine avant de rouvrir et de manière cette fois-ci plus stable, quoi. C'est quand même une très bonne nouvelle de planter avant même d'avoir sorti le produit, parce que quelque part ça prouve le succès incroyable, enfin le succès qui arrive. Aujourd'hui, on lance des produits, même notre mère elle l'utilise pas. Enfin, on a le problème inverse quelque part, où même si on est capable de soutenir une charge qui est assez élevée, finalement on manque de gens qui s'intéressent à notre produit. Complètement, en fait, exactement, c'est ce que j'allais dire. Le truc, c'est que on était, à la limite, on n'était pas surpris parce que c'était tellement exactement le truc dont nous, on rêvait. On avait tellement besoin, envie de ça, parce que à l'époque, les emails, il fallait les configurer, fallait configurer son adresse sur son ordinateur. Donc, un email était rattaché à un ordinateur. Et pour ça, donc du coup, on pouvait pas si on se déplaçait ou si on était à la fac, ou on pouvait pas consulter son email. À la maison, il y avait souvent un ordinateur pour toute la famille, donc on pouvait pas avoir son email perso. Les solutions de webmail qui existaient, c'était en anglais. Bon, les Français sont quand même pas connus pour être les plus forts en maîtrise des langues étrangères. Donc, il y avait plein d'obstacles qui faisaient que, voilà, nous, quand on a, quand à peine avons-nous eu l'idée de Caramel, on s'est dit, mais on veut nous-mêmes pouvoir l'utiliser immédiatement, quoi. Et je crois que c'est vraiment la clé, quoi. C'est d'être son premier client, parce que on est aussi exigeant qu'un client peut l'être. Et ça vraiment, ça pousse à bien faire, ça pousse à l'excellence. Comment est-ce que vous avez financé Caramel au tout début, et j'imagine Locas même avant? Alors nous, avec nos propres moyens, hein. On n'a pas, enfin de toute façon à l'époque, on n'a pas fait de levée de fonds. À l'époque de Locas, ça n'existait pas. Hein. Même à l'époque de Caramel, c'était très compliqué. Je me souviens très bien, en 98, on cherchait à faire une levée de fonds pour développer Locas et Caramel. On cherchait 15 millions de francs en 98. C'était impossible à trouver. Ah oui. Alors, vraiment impossible. Donc, du coup, on a vendu Locas pour financer Caramel. Ah, d'accord. Donc, vous avez réussi à trouver un racheteur pour Locas, et avec les fonds quelque part qui ont été récupérés de Locas, vous avez tout injecté dans Caramel pour embaucher, j'imagine, et faire monter le produit en qualité et en fonctionnalité. Exactement. Ouais. En 80, ouais.
Et du coup, en 99, tout le monde voulait investir. Donc, en l'espace d'un an, voilà, on est passé de très compliqué le capital risque en France, mais pas seulement pour nous, hein, à enfin, de la folie. Les gens qui nous disaient, mais vous êtes parce que fin 99, on refaisait une levée de fonds. Et, euh, et là, et pareil, on cherchait la même somme à peu près. Et là, on a des investisseurs qui nous disaient, mais vous voulez pas 50 millions, je peux pas être moins de 50 millions. Enfin, c'était. Vous avez levé combien du coup en fin 99? C'était tellement de la folie. Ce qu'on voulait, ce qu'on avait décidé, on n'a pas. Vous n'avez pas pris levé plus? plus que ce dont on avait besoin. Non, ben non. Ben non. Quel est votre meilleur et pire souvenir de l'époque Caramel? J'ai pas de pire souvenir, je crois. Ouais. J'ai plein de meilleurs souvenirs. Oh, Vous pouvez nous en donner quelques-uns? J'ai tellement de meilleurs souvenirs que c'est dur de choisir. Je sais pas moi. Je sais pas, le millionième abonné peut-être. En août 99. Le millionième abonné où Alex et Christophe avaient dit quand on atteindra 1 million d'abonnés, ils avaient dit qu'ils se tendraient les cheveux en blond. Non, si on avait tous dit qu'on se tendrait les cheveux. Et on a fait une grosse fête, on lui a offert un ordinateur et tout. Ah oui, au millionième abonné. Bah oui, normal, il fallait lui faire un cadeau. Bon, il avait rien demandé, il s'était juste inscrit, c'était notre millionième abonné, mais on l'avait reçu dans les bureaux. Ah, génial. Plein de souvenirs extraordinaires. Quand on était allé à l'île Maurice, on avait emmené notre équipe Caramel, donc 30 personnes à l'île Maurice pendant 5 jours pour les remercier de toutes ces années extraordinaires, qui avaient jamais pris l'avion. Et arrivé à l'hôtel, il y avait des clients de l'hôtel qui nous disaient, mais vous êtes de quelle école? Parce qu'on faisait la fête et on était jeunes. Donc, le chat avec Chirac, c'était génial aussi, hein, quand il a demandé à ce qu'on lui amène le chien, au moment où tout avait planté, parce qu'il y avait trop de connectés en simultané, donc. Est-ce qu'il s'en a aperçu que le chat avait planté du coup? Que tout avait planté? Je pense que oui, mais il a eu l'élégance de pas le souligner en fait. Et on a donc voilà, on a meublé pendant 10-15 minutes. Là. On a discuté, il a fait la connaissance de Némésis, le chien, le cocker, et voilà. Ouais, il y a vraiment que des bons souvenirs. Même j'ai le mauvais souvenir, non. Après avoir vendu Caramel, le truc c'est que un regret dans la mesure où à l'époque on était persuadé de choisir la meilleure solution pour continuer à développer Caramel. Il se trouve que c'était pas forcément le cas, mais voilà, on peut largement continuer à se regarder dans une glace et voilà, je crois que c'est ça qui compte. On a toujours fait les choses en suivant nos valeurs. Je crois qu'on peut être fier de ça, même si on n'a pas tout réussi. Comment est-ce que elle s'est passée justement cette vente? Est-ce que ce sont eux qui sont venus à vous en vous proposant une acquisition? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Oui, alors on a vendu Caramel à Spray au départ. Alors Spray, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était ce réseau de portail suédois prônant le faites de l'internaute, faites de votre abonné une star. Bon, nous, ça résonnait en fait parce que c'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment faire plaisir aux gens avant tout, quoi. Leur faire plaisir, leur permettre de mieux communiquer, leur permettre de se rencontrer, d'utiliser les meilleurs d'utiliser l'internet de la manière la plus sympa, la plus libre, la plus
la plus agréable possible et en français. Mhm. En français. C'était des mannequins. Hein, le fondateur de Spress, c'était un genre de mannequin blond suédois. C'était un peu tous comme ça dans cette entreprise d'ailleurs. Et ils sont venus nous voir. On savait pas qui c'était. Ils nous ont posé un contrat de confidentialité sur la table sans même nous avoir dit qui ils étaient et Ah sans oui. même nous avoir dit bonjour. C'est pareil, on s'est frisé. Du C'est coup, pareil, on n'a rien dit. donc il y a ces Suédois qui sont rentrés dans vos bureaux et ils vous ont demandé de signer un accord de confidentialité pour ne serait-ce que échanger avec eux. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ils nous ont posé un accord de confidentialité sur la table. Incroyable. Donc là, on se demandait un petit peu ce que venaient faire ces mannequins blonds suédois chez nous. Et puis après, ils n'étaient pas venus avec les girafes, mais bon, ça c'est venu par la suite. Mais mais voilà quoi, ça a commencé comme ça. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a cédé c'est pas cédé aux sirènes suédoises, non, vraiment, on pensait avoir trouvé un alter ego en termes de valeurs, en termes de volonté, en termes oui, de volonté de faire plaisir aux gens, quoi. On était peut-être naïfs, hein, on était jeunes, hein. Mais bon, si je devais le refaire, je changerais rien, en fait. Je changerais rien. À l'époque, Bernard Arnault voulait nous racheter. Ah oui. Et, et, et en plus, le deal comprenait une partie en cash Ah. Donc avec Bernard. Mais on n'a pas accepté parce que le projet n'était pas un projet qui nous parlait, quoi. On avait demandé c'est quoi la stratégie de Bernard Arnault dans l'internet, et donc on nous avait répondu euh, la stratégie c'est de racheter un certain nombre de sites, tous différents, un site dans chaque catégorie, Mhm. et puis après on verra ce qui marche. Pour nous, c'était pas une stratégie, donc on a dit c'était pas une stratégie, non merci. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que lorsqu'une société en acquérit une autre, la rachète, soit il y a un deal qui peut être fait en cash, donc on rachète vraiment la société avec de l'argent, soit on gagne en fait des actions de la société qui nous acquérit. Et du coup, si cette société-là fait une IPO ou se revend derrière, eh ben c'est là quelque Ouais, part où c'est le jackpot et on gagne encore plus d'argent. Est-ce que je me trompe pas? oui. Et il y a des modèles mixtes, comme ça a Mhm. été le cas pour Caramel, puisque D'accord. on avait un modèle sur une vente qui comprenait cash et action. Ok. Alors, du coup, je suis un petit peu curieux. Comment il vous a abordé, Bernard Arnault? Comment est-ce que vous avez été amené à parler de deal avec lui? Bah, très simplement, hein, via son fonds d'investissement internet. De toute façon, à l'époque, D'accord. tout le monde parlait un peu avec tout le monde, hein, donc Mhm. là, on parle de fin 99. On était en pleine levée de fonds, mais voilà, ça n'empêchait pas. Tout le monde se parlait. On Mhm. sentait, il y avait une effervescence pour nous. Elle était justifiée, le fait de parler avec ces gens-là. Elle était justifiée par le fait que à l'époque, on était franco-français. On voyait arriver des modèles, notamment Liberty Surf, hein, donc Mhm. racheté par les fonds de Bernard Arnault, et avec des modèles internet gratuits. Bon, ça méritait qu'on y prête attention. D'accord. Ok. Donc l'aventure s'est un petit peu terminée comme ça lorsque vous avez cédé la société, mais vous étiez toujours impliqué au moment du rachat ou pendant une certaine période sur le produit Caramel. Enfin, vous avez continué à travailler dessus. Non, alors en fait, ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'on n'a pas vendu Asprey dans le but de partir. On a vendu Asprey dans le but de pouvoir d'avoir plus de moyens pour continuer à développer Caramel en Europe.
entre la vente à Spray le 31 janvier 2000 et la vente de Spray à Lycos au mois d'août, la bulle Internet a éclaté, le Nasdaq s'est effondré. Et donc voilà, donc Spray s'est revendu à Lycos. Spray n'a pas fait l'IPO qui était prévu. C'est revendu à Lycos Europe, qui à l'époque appartenait à Bertelsmann. Et nous, on a été revendu par la même occasion, quoi. Un peu on est parti le bébé avec l'eau du bain. Bon, on avait l'intention de toute façon de rester, donc pour nous ça changeait pas grand-chose. On restait de toute façon, on n'avait pas envie de partir. Après le truc, c'est que même pas 2 semaines après l'annonce de notre rachat, Lycos a également racheté Multimania. Multimania ? Ça a changé la donne. Donc Multimania, c'était un site d'hébergement de pages perso. Donc ça commençait à faire beaucoup de monde. Ça commençait à faire beaucoup de rachats et surtout pour nous, eh bien Lycos nous dit alors on rachète Multimania et donc ça faisait c'était donc ça nous amenait à Caramel, Multimania, ce qui est resté de Spray France et Lycos France, donc une fusion de 4 sociétés. Et sous la direction des dirigeants de Multimania. Donc là, on a dit non, si vous voulez qu'on reste et qu'on continue à développer un Caramel pour toute l'Europe, on va rester indépendant. Donc voilà. Donc on est resté indépendant et puis jusqu'en 2002. Où là on a repris la direction de l'ensemble des activités donc de Lycos en France et on est et donc ça s'est arrêté, tout s'est arrêté en 2005 parce que bon, il était temps que chacun passe à autre chose de son côté, quoi. Quel est le conseil que vous donneriez à une personne qui veut lancer un business sur Internet aujourd'hui ? Sur Internet ou pas sur Internet, hein, mais déjà le premier conseil que j'aurais à donner à quelqu'un qui veut entreprendre, mais je crois que s'il veut entreprendre, il est déjà, c'est de voir le monde tel qu'il devrait être et pas le monde tel qu'il est vraiment. Parce que si on voit le monde tel qu'il devrait être, tel que l'on aurait envie qu'il soit, eh bien, on a envie de créer et d'entreprendre justement pour arriver à ce monde idéal, quoi. Donc, si on se dit tout a déjà été fait, ça sert à rien, il y a plus rien à inventer, on n'y arrivera pas. Donc, il faut avoir cette part à la fois de bon sens. On peut toujours rester vraiment. Moi, nous, on a toujours été très pragmatique et en même temps avoir le courage de rêver d'un monde un peu meilleur. Si vous pouviez dîner avec n'importe qui de vivant dans le monde, qui choisiriez-vous ? Alors, Richard Branson, si tu m'écoutes, j'aimerais bien dîner avec toi parce que tu as une image d'entrepreneur qui me parle et je voudrais savoir si c'est vraiment le cas. Si tu es aussi sympa que tu en as l'air et si tu as des valeurs aussi intenses, des valeurs d'humanisme et voilà, et si tu les appliques en vrai dans la vraie vie. Je vais essayer de l'inviter sur le podcast et s'il accepte, je vous mettrai en relation pour que ça se fasse ce dîner. Très bien. S'il vient à Shanghai, quand les frontières seront ouvertes, ce sera avec plaisir. Oriane, on arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez passer particulièrement aux gens qui nous écoutent ?
je suis personne pour faire passer des messages. Par contre, je voudrais dire à tout le monde de rester courageux parce que franchement, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, dans le monde entier. Mais voilà, faut continuer à y croire et il faut essayer de continuer à avoir dans les autres le meilleur de ce qu'ils peuvent apporter. Donc voilà, battez-vous, battez-vous les gars, on va y arriver. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.